Bonjour, bienvenue sur Mediapart et dans notre collection La Fabrique des images. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Bonnet. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour ce livre, Home Sweet Home, qui fait suite, ou en tout cas qui est concomitant à une exposition qui a le même titre, qui est passée au Festival d'Arles, donc les rencontres de la photographie cet été. Et puis, à l'heure où on se parle, il est à Lille, à l'Institut pour la photographie. Tout à fait. C'est jusqu'au 15 décembre de cette année. On va rapidement voir un échantillon de photographies. Un mot quand même, parce que ce livre, il fait suite à un travail universitaire qui portait justement sur, je cite, les intérieurs dans la photographie anglaise 1970-1980. Question simple, qu'est-ce qui vous a passionné dans cette question des intérieurs? Pourquoi est-ce que les intérieurs permettent vraiment d'accéder à une réalité sociale et culturelle, comme vous le dites dans l'introduction? En fait, au départ de ma recherche, donc de Master 1, de Master 2, pardon, en fait, j'adorais la photographie. J'ai pris ça à l'envers, c'est-à-dire que j'adorais la photographie britannique. Et donc, en regardant beaucoup de photos, je me suis aperçue qu'effectivement, il y a un glissement de sujets chez les photographes dans les années 70, qui n'est pas spécifique d'ailleurs aux Anglais, où tout d'un coup, les photographes sont plus attirés vers l'intérieur des gens. Et en fait, c'est en cherchant que je me suis aperçue, ce dont je me doutais déjà, mais je me suis aperçue qu'effectivement, à l'intérieur, ça disait énormément de choses. Et donc voilà, et je me suis dit, mais en fait c'est extraordinaire parce que ça nous montre, il y a quelque chose évidemment de politique, par l'éclat social, par le goût, par tout un tas de choses. Et en fait, à travers des intérieurs, on peut lire en filigrane comme ça une société, une culture. Une société et puis son évolution, je ne sais pas. Alors, le livre est construit, on a un peu deux sortes d'entrées. On a des entrées un peu thématiques, mais on a aussi quand même un fil chronologique, en tout cas au cœur de l'ouvrage, qui moi m'a intéressé, qui nous fait passer des années 60 jusqu'aux années post-Thatcher, donc post-néolibéral, jusqu'aux années 90 et même 2000. Oui, c'est-à-dire que ça part vraiment plutôt 70. Et vraiment 70, et effectivement, on arrive à la fin, récemment en fait, avec des jeunes photographes qu'on peut pas qualifier de plus plasticiens. Enfin, c'est un mot très français, plasticien. Les Anglais le disent pas, mais en tout cas moins documentaires, mais qui se servent quand même de l'intérieur. Dans leurs photos, et puis qui ont quand même un discours malgré tout politique. Alors justement, vous avez fait la différence entre documentaire et plasticien selon le terme français. Justement, c'est une question que j'avais parce que dans le livre, vous mentionnez qu'il y a 31 photographes. On l'a dit, ils sont d'époques différentes, d'écoles différentes aussi. Qu'est-ce qui a fait votre choix? Qu'est-ce qui fait l'unité? C'est ce thème de l'intérieur qui a été le seul guide. J'imagine qu'il y a eu d'autres critères de choix. Alors, ça a été évidemment l'intérieur. Après, nombre d'entre eux sont ce qu'on appelle des photographes documentaires. Après, moi, j'aime pas trop les étiquettes. C'est-à-dire qu'une étiquette, ça a toujours des bords un peu flous. Ouais. Donc, alors quand on dit documentaire, c'est effectivement qu'a priori les gens qui sont dans les photos sont des vrais gens. Et contrairement à la photographie plasticienne, qui est une photo beaucoup plus mise en scène, beaucoup plus travaillée, avec pas forcément des vrais gens dedans, voilà. Mais les deux, en fait, la frontière entre les deux est toujours assez floue, en tout cas quand ça concerne la politique, parce que on peut très bien faire une photo plasticienne avec un message, une rhétorique totalement politique, de la même manière que le documentaire, en général, on montre quelque chose, donc on dénonce quelque chose. Voilà, donc tout ça est un peu flou quand même. Voilà. Juste un mot, parce que je pense qu'un des photographes qui est le plus connu en France, c'est Martine Parr. Il y a même eu une chanson de Vincent Delerme sur lui. Ouais. Quel statut il occupe dans la série de photographes qui se trouve dans le livre, justement en termes de photographie? Qu'est-ce qu'il fait de différent par rapport aux autres? Qu'est-ce qui le distingue? Là où j'étais très contente avec l'expo et avec le livre aussi, c'est que beaucoup de gens m'ont dit « Oh, mais c'est dingue, mais il y a autre chose en Angleterre que Martine Parr. » D'accord. Voilà. Et donc j'étais très contente parce qu'effectivement, j'aime beaucoup Martine Parr, mais
il y a beaucoup d'autres photographes, à part Martine Parr, et qui font un travail tout aussi formidable. Voilà. Donc, qu'est-ce qui distingue Martine Parr des autres? C'est juste que c'est une star, quoi. Effectivement, il a une réputation, il a une renommée, en tout cas, qui est sortie largement des frontières britanniques et qui est mondiale, particulièrement depuis qu'il est rentré chez Magnum, etc. Voilà. Alors, justement, on va nommer d'ailleurs les autres photographes, hommes et femmes d'ailleurs, qui sont dans le livre. Il y a une place importante des femmes. Ouais. Et on va commencer par un chapitre qui s'appelle le goût des autres dans le livre et qui nous permet de voir des intérieurs. On est dans les années 70, là, pour le coup. Oui. Deux classes sociales différentes. Et alors là, on va montrer un exemple à chaque fois, mais ce qui est fou, c'est la récurrence des motifs, enfin des habitats qu'on peut voir. Alors je vous montre la première, je vais vous laisser commenter. Donc là, on est dans un milieu populaire. On est dans un milieu ouvrier. Donc cette série-là, donc c'est Martine Parr et Daniel Meadows qui l'ont faite ensemble. C'était en 73, c'est leur diplôme de fin d'année à Manchester, et donc tous les deux décident de faire des intérieurs dans une rue ouvrière qui a été rasée depuis d'ailleurs. Et donc là, on est vraiment dans un milieu effectivement ouvrier. Alors, on pourra comparer tout à l'heure avec la période Thatcher, mais les appartements sont c'est des terrace house, vous savez, les toutes petites maisons en briques, qui ne paraissent pas des taudis quand on les regarde comme ça, et en fait, ce sont des taudis. Souvent, il n'y avait même pas l'eau courante. Enfin, c'était vraiment assez atroce, parce que les propriétaires ne faisaient pas de travaux, c'était les ouvriers, donc on s'en fichait un peu. Mais il y a une certaine, dans cette série, il y a quand même une certaine dignité de la classe ouvrière. On sent quand même qu'ils sont pris en compte. C'est-à-dire que même dans la manière de poser, il y a quelque chose d'assez fier finalement de leur culture, et dans les regards des photographes aussi. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose, voilà. Et avec ces décors, ces décors sont hyper chargés. Moi, pour dire les choses, j'ai vu l'exposition à Arles, et c'est vrai que les gens riaient face à ces photos. Je pense pas par moquerie, mais enfin... Parce que ça peut rappeler aussi nos grands-parents, ou ça peut rappeler... et en fait, il faut savoir une chose, il y a des ethnologues qui en ont parlé, c'est pas moi, je ne suis pas assez brillante, mais il faut savoir une chose, c'est que dans un quartier ouvrier, c'est quoi? C'est des murs en briques à perte de vue, c'est des usines qui fument de partout, on n'a jamais le soleil, parce que souvent il y a la fumée, le smog, le fameux, il n'y a pas un brin d'herbe, etc. Donc, et c'est aussi la précarité. C'est-à-dire ça, c'est Richard Hogarth qui disait ça, c'est que le pire cauchemar des ouvriers, c'est de perdre leur boulot. Donc, il y a toujours cette idée d'hospice et de trucs qui traînent au-dessus. Et donc, leurs intérieurs, il faut que ce soit luxuriant. Il faut que ce soit... Voilà, donc ça pète de partout. Il y a des motifs partout. Il y a des motifs sur les moquettes, il y a des motifs sur les murs. Voilà, tout ce qui n'est pas à l'extérieur, en fait. Alors justement, quand on passe du côté des classes moyennes, alors là, ça devient plus sobre, finalement. Alors, ça devient plus sobre, voilà, tout à fait. La pipe. Alors là, les murs sont beaucoup plus épurés. J'adore cette image. Alors ça, c'est vrai que cette image-là, elle est assez sobre. Il y a d'autres images de John Myers de Middle England qui sont un petit peu plus avec quelques papiers peints, ou en tout cas des moquettes qui sont pas mal. On est en fait, on est typiquement. Alors, les sociologues se sont penchés beaucoup sur les classes moyennes, qui est très vaste. La classe moyenne, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez la petite classe moyenne, la moyenne, classe moyenne, et puis la classe moyenne qui s'approche quand même de la haute bourgeoisie. Donc là, on est dans un entre-deux, et il y a une sorte, comme disait Bourdieu, il y a une sorte d'imitation un peu de la classe de la haute bourgeoisie, où tout est blanc, où il n'y a pas tout est sobre, il n'y a surtout pas de surcharge. Oh mon Dieu, quelle horreur! Et donc voilà, on est un peu ça. Cependant, sur cette photo-là particulièrement, ce qui est très amusant, c'est de la comparer avec les photos de Karen Knorr, et surtout de voir l'attitude des gens. C'est-à-dire que on est alors, on a oublié la classe ouvrière, et ça, c'est probablement une classe moyenne, une petite classe moyenne. On a oublié effectivement les papiers peints surchargés, mais par contre, dans l'attitude des corps, on est encore dans quelque chose on n'a pas l'aisance de la bourgeoisie, loin de là. Donc c'est ça qui est assez marrant avec cette photo. Alors, parfaite transition, parce que l'aisance de la bourgeoisie, Karen Knorr. On la voit ici.
Donc c'est une série de photos, il faut le dire. Oui, Donc une série. ce sont des gens privilégiés qui posent. Et Les plus riches de Londres. Voilà, les plus riches de Londres. Et à chaque fois, la photographe a retenu une phrase qu'ils lui ont dit pendant voilà, exactement. les clichés. Et donc lui, il nous dit, en gros, je traduis rapidement, pour moi, il n'y a rien de problématique avec les privilèges tant qu'on est prêt à payer pour. Voilà. Et on le voit très bien dire ça. Oui, tout à fait. Et alors là, donc cette série, c'est donc Karen Knorr qui l'a shootée en 79. C'est une de ses premières séries photos d'ailleurs. Et elle a donné le nom de la série s'appelle Belgravia parce que Belgravia, en fait, c'est le quartier de Mayfair à Londres qui est un des plus riches de Londres, un des plus chers de Londres. Donc là, on est ce que disaient les pinsons Charlot, qui disaient là, c'est vraiment l'entre-soi géographique. Le Gotha on parle de communautarisme. Alors, le communautarisme des très riches, vous n'y pénétrez pas comme ça. Et d'ailleurs, Karen le raconte. Elle dit, moi, en fait, mes parents habitaient là. Donc, c'est parce que mes parents habitaient là que j'ai pu rentrer dans la maison, dans les maisons de ces gens. Sinon, jamais je n'aurais été acceptée. C'est là où on voit aussi que les pauvres, en général, vous ouvrent grande la porte, beaucoup plus facilement la porte que les riches. Et donc, elle a réussi à faire cette série. Et on voit bien par rapport à June Street, par exemple, on voit bien quand même, voilà, tout est sobre, tout est design. Ça, c'est Pantone, le tapis. Bref. Alors, on va retrouver, là, on fait un petit bond dans le temps. C'est pour ça que c'est intéressant de clore avec ça, parce qu'on retrouve donc, le fameux Martin Parr. Oui. Mais on le retrouve, donc là, on est passé à la couleur. Et on le retrouve c'est la classe moyenne, mais des années Thatcher. Les années Thatcher, les années néolibérales. Et alors, là aussi, il y a des citations qu'on ne voit pas là. Mais alors c'est pas eux qui disent on a sans doute la maison la plus belle du... Si, c'est eux qui disent on a sans doute la maison la plus belle du lotissement. Quoi. Mais bon, avec notre regard d'aujourd'hui, ça paraît affreusement ringard comme oui, c'est la classe moyenne, oui, promue par Thatcher, hein, parce qu'elle... Elle a effectivement, elle a passé son temps à faire ça, et donc et puis c'est les années où non seulement ils sont promus, mais en plus il y a comment dirais-je on rentre dans l'ère d'une consommation excessive. On rentre vraiment dans... Donc la photo passe du noir et blanc à la couleur, déjà, pour mieux rendre compte, et Parr a été un des premiers à faire ça, pour mieux rendre compte de cette surconsommation, déjà, qui s'annonce. Et effectivement, là, on est dans une espèce de... Il ne faut pas être méchant, mais voilà, une espèce de je ne sais pas comment dire... de tête à claque. Et moi, ce que j'adore dans cette photo, c'est quand même la collection de tire-bouchons qu'on voit en bas de l'escalier. Ouais. Voilà. Et ça, avec la phrase qu'a notée Martin Parr, c'est une espèce de télescopage qui est quand même très drôle. Alors, on parle de Thatcher, donc première ministre conservatrice qui signe l'entrée dans l'ère néolibérale du Royaume-Uni. Le néolibéralisme, c'est effectivement... la consommation ostentatoire des plus riches, mais c'est aussi des grosses inégalités et le développement de la pauvreté sous l'ère Thatcher. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Alors là, on change de chapitre. Oui. Et donc, c'est un chapitre du livre qui s'appelle « There is no such thing as society », donc qui est la phrase de Thatcher qui avait dit, en gros, il n'y a rien qui existe comme une société. En gros, il n'y a que des individus. C'est ça que ça voulait dire. Donc, l'idée de collectif se diluer dans cette phrase qui est restée assez fameuse. Ouais. Et donc là, on voit un intérieur comme ça, effectivement, là aussi en couleur, mais donc là, pour le coup, on est dans les milieux... ouvriers. Voilà, ouvriers, très populaires, ouvriers, ce qu'on dit les classes laborieuses. Et là, on voit vraiment des gens démunis, quoi. Voilà, exactement. En fait, moi, je voulais montrer... Alors, en fait, il y a plusieurs choses que je voulais montrer. C'est qu'au niveau de la photographie, il y a effectivement un passage du noir et blanc à la couleur, et il y a un passage du noir et blanc, comme par exemple les photos de June Street, où les gens posent encore un peu comme des snapshots, quoi. On est comme ça, bien droit, là. Et les photographes brisent un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils commencent à photographier en décadrant, en faisant des choses beaucoup plus vivantes, en fait, prises sur le vif, vraiment. Donc, au niveau esthétique, il y a comme ça un changement dans le documentaire. Et après, évidemment, si vous comparez ça avec les photos de June Street, par exemple, quand je parlais de dignité tout à l'heure, là, c'est terminé. Et on voit bien qu'il y a une paupérisation absolument catastrophique de la classe ouvrière.
sous Thatcher, les chiffres d'ailleurs ne mentent pas, voilà, et ce qu'on appelle l'underclass. Et qui est lié d'ailleurs aux politiques de logement, parce qu'une des grandes réformes de Thatcher, ça a été de privatiser une grande voilà, partie des logements sociaux. Qui est lié à une idéologie, parce qu'en fait la grande idéologie de Thatcher, mais la même pour Reagan, c'est une idéologie qui prend... à la même époque. Hein, mais c'est exactement, et ils sont main dans la main, enfin on a assez... et en fait cette idéologie, elle prend naissance dans les années 70, dans le Parti conservateur, et on appelle ça la culture du pauvre, c'est-à-dire que ça va vous rappeler des souvenirs, mais on dit, finalement, les pauvres, mais vous n'êtes pas capable de... Voilà. Et puis en plus, il y a limite un atavisme, c'est-à-dire que si vous êtes pauvre, c'est quand même un peu de votre faute. À quoi ça sert de vous donner des allocations à quoi ça sert de vous aider? Par exemple, vous êtes pauvre, et vous restez pauvre de père en fils, de mère en fille. Voilà. Donc, on réduit les aides, forcément, parce que c'est pauvre. Ça ne sert à rien de les aider, voilà. Et voilà où on arrive. Alors, la pauvreté, on la retrouve aussi dans cette image, mais là, il y a, je ne sais pas si c'est une marginalité choisie, mais en tout cas, le chapitre s'appelle No Future. Donc là, on a aussi un mouvement qui est peut-être plus assumé d'être en marge de cette société qu'on rejette aussi, justement, pour toutes les valeurs que vous venez de citer. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est effectivement, je me suis dit, c'est quand même compliqué, d'abord parce que j'avais les photos, et puis surtout, c'est compliqué de pas parler de la période Thatcher, en tout cas des années 80, sans parler de sous-culture, et notamment de celle du punk, mais il n'y a pas que le punk. Il faut savoir que dans les années 80, grâce à Thatcher, d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a eu évidemment toute une culture du squat qui s'est développée, par nécessité, parce qu'effectivement, comme elle arrête tous les programmes d'HLM et qu'en plus, elle fait passer une loi comme quoi à 25 ans, en dessous de 25 ans, on ne vous donne plus rien. Donc, vous allez avoir une explosion de gamins qui dorment dans la rue, véritablement. Donc, par la force des choses, il faut trouver un squat. Et à l'époque, c'était facile de squatter. Il suffisait de défoncer la porte et voilà. Donc, moi, je voulais parler effectivement de ces sous-cultures, mais ça m'intéressait d'en parler de l'angle aussi, toujours politique, de dire, d'une certaine manière, ça a permis d'avoir toute une culture musicale absolument incroyable, et pas que musicale, mais quand même, c'est ça qui reste, la rave, tous les mouvements musicaux, mais en même temps d'en parler d'un côté politique, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de jeunes qui n'avaient pas le choix que d'aller squatter. Là, on ouvre un chapitre qui nous fait à nouveau faire un arc chronologique, mais qui ouvre sur un thème particulier, qui est le multiculturalisme de la société britannique. Là, il faut peut-être expliquer le nom du chapitre dont on va voir plusieurs photos, qui s'appelle l'après-Windrush. Je vous laisse expliquer. Oui, Windrush, c'est le premier bateau qui arrive en Angleterre après la guerre, qui vient de Jamaïque. Qui vient de Jamaïque, donc qui transporte à son bord des Britanniques, avec un passeport britannique, de l'Empire. Mais pas blanc. Mais pas blanc. Et donc et qu'on fait venir, alors attention, parce qu'on les fait venir, c'est pas juste qu'ils envahissent, on les fait venir parce qu'il faut reconstruire. C'est après la guerre, il y a eu énormément de destruction, et donc il faut reconstruire. Donc il y a comme ça... De la même façon qu'en France, on faisait venir de la main-d'œuvre du Maghreb. Exactement. Donc on les fait venir, et ces gens-là... Et on va voir une photo, justement, où on voit que l'accueil n'est pas toujours et à la la photo hauteur, n'est pas prise dans les années 60. La photo est prise en 74. Et il faut savoir qu'en 76, le National Front gagne des élections locales, et c'est la première fois de sa vie que le National Front gagne des élections locales. Voilà. Donc on voit cette femme qui est devant cette porte, où il est écrit, donc évidemment en anglais, laissez l'Angleterre blanche. Gardons l'Angleterre blanche. Et ce qui est terrible, c'est que tous ces gens-là, donc qui arrivent de l'Empire et qui ont un passeport britannique, s'imaginent que ça va être la liesse quand ils débarquent en Angleterre avec les compatriotes. Et voilà, on est compatriotes. Évidemment, la réalité va être absolument terrifiante. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il va y avoir des riots, il va y avoir des crimes racistes, il va y avoir... les riots, c'est les émeutes. Oui, voilà, des émeutes. Surtout une discrimination et un racisme d'État, c'est-à-dire avec du racisme à l'embauche, des racismes pour trouver un logement, et l'État ne fait strictement rien pour réguler tout ça. Donc ça va être l'enfer. Donc Neil Kenlock, qui a fait cette photo-là en noir et blanc, donc de Keep Britain White, et donc ces portraits de... donc là, on va voir
les portraits d'une famille. Donc là, c'est plus, Voilà. l'ambiance est plus joyeuse et on retrouve un peu de cette attitude qu'on voyait dans les portraits de milieu populaire des débuts. Tout à fait. Bah, c'est non seulement ça, mais c'est un peu comme les snapshots, c'est-à-dire les photos d'amateurs. Quand vous posez, en général, vous êtes là et puis cheese, voilà. Et en fait, ce qui est très amusant, mais pas tant que ça, mais enfin, c'est le contraste de ces gens qui posent. Donc Neil, qui est donc le photographe des Black Panther UK. En même temps, pour rendre service, photographie des Jamaïcains, des Caribéens qui sont à Brixton. Et donc, en fait, les gens envoient ces photos-là à la famille. D'accord. Donc, en général, on pose à côté de la télé, on pose à côté du téléphone, on pose avec... Ça revient tout le temps, hein. Devant la télé, le voilà, téléphone. mais parce que c'est une manière de dire à la famille qui est restée au pays, tout va très bien, c'est génial, machin. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des taudis, ils se font cracher dessus dans la rue. Et donc le contraste entre ces gens hyper souriants, avec tous les biens de matériel qui prouvent la réussite, le contraste entre ça et ce qu'ils vivent réellement est absolument incroyable. Et on va voir une dernière photo de cette série. Je voulais la voir à la base parce que je trouvais juste cette photo et cette femme magnifique. Oui, c'est vrai. J'ai rien d'autre à dire, moi. Ouais. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Donc la photographe, c'est Lisa Circa Continen, que j'aime beaucoup. Lisa Circa, faut juste très vite expliquer qu'elle fait partie d'un collectif qui est né en 69, qui existe encore aujourd'hui, un des derniers grands collectifs britanniques, très engagés politiquement, qui se sont installés à Newcastle dans les quartiers ouvriers. Et ils ont une galerie d'art, enfin ils ont tout un tas de choses et ils vivent, ils ont toujours vécu pour et par la culture ouvrière, en la préservant, voilà. Et ils ont fait des films, d'ailleurs ils ont fait un film sur la fameuse grève de 84 des mineurs. Donc voilà, j'ai une espèce de beaucoup de tendresse pour le collectif et Circa qui n'ont jamais varié d'un iota. Et donc Circa, en 70, quand elle est arrivée à Newcastle, elle s'est installée à Byker. Et Byker, c'est un peu dans le livre. Voilà, dans la périphérie de Newcastle. Et au départ, elle s'est installée vraiment pour photographier et pour rentrer dans la vie des gens, mais parce qu'elle vivait avec eux, de ce quartier ouvrier. Et au bout d'un moment, elle a compris qu'en fait, le quartier allait être rasé. Et sa maison a été rasée. Et donc, il y a une ethnologie de l'urgence. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est dit, mais il faut absolument préserver cette culture. Dans 20 ans, elle n'existera plus. Elle n'avait pas tort. Donc, elle a photographié pendant 10 ans Byker, son quartier. Donc, les gens de Byker. Donc, je vais juste vous ouvrir. Alors, du coup, elle a fait des portraits. Il y a des portraits d'intérieur, évidemment. Et voilà, elle a fait des portraits donc de ses voisins, des gens du quartier de Byker. Voilà. Et en fait, cette photo, elle est retournée à Byker, donc a été complètement rasée. Donc elle a été expulsée de sa maison en 76 et elle est retournée en 2003 à Byker. Où on voit la photo de cette femme. Donc. Voilà, et donc on voit dans les photos de cette série, du coup que voilà, la société est devenue multiculturelle, évidemment. Parce que c'est vrai que dans les années 70, dans June Street ou même dans Byker, vous n'avez pas un black. Ouais. Mais vous n'en voyez pas un. Oui, c'est pas votre sélection où il y a un biais. C'est là où... Et là, c'est vrai que les photos récentes, tout d'un coup, et c'est Circa, ou quand on voit les photos de Magda Sigal dans le bouquin, où elle va photographier les Londoniens chez eux, tout d'un coup, voilà, il y a plein de cultures différentes et qui vivent très bien ensemble. Quel est l'avenir de l'exposition ou le prochain projet ? L'avenir, je crains que ça s'arrête le 15 parce que j'aurais aimé que les Anglais l'achètent et la fassent venir en Angleterre, mais apparemment non. Ça va peut-être venir. Ouais, après avec le Brexit, j'y crois moyen. Enfin, c'est tellement incertain en fait, voilà.
Donc pour le moment, à moins d'un miracle, je pense que tout va être démantelé après le 15 et voilà. Mais quoi. il restera le livre. Mais Voilà, il restera donc on le va livre. terminer sur cette note. Et on vous remercie d'être passé dans les merci studios beaucoup. de Mediapart Merci. du Passage Brûlon. Et merci à vous de nous avoir regardés. Et je vous renvoie à notre site et à notre chaîne YouTube pour toutes les émissions La Fabrique des Images.